Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Stéphanie. Salut Stéphanie. Salut, salut! Allô, merci d'être avec nous. Ben, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. J'aimerais ça commencer par un petit portrait vite fait de qui tu es, t'as quel âge, tu résides dans quel coin, puis est-ce que tu as un projet de vie actuellement? Moi, en fait, j'ai 37 ans. J'ai une petite fille de 4 ans. C'est pas mal elle, mon projet. Mais non, j'en ai d'autres projets. J'ai des beaux projets qui me tiennent à cœur. Présentement, je demeure à Mascouche. J'habite dans le secteur. Ça doit faire 6-7 ans. Mais je vous dirais que je me suis promenée pas mal à travers le Québec là, depuis toujours. Je me suis promenée. Puis, comme projet, ben, actuellement, c'est sûr qu'il y a des gros changements dans ma vie. Ça fait 2 ans que je suis en thérapie pour soigner toutes mes blessures d'enfance. Je commence à pas mal me retrouver, à apprendre qui je suis. J'ai découvert, redécouvert en fait des talents d'enfance qui étaient l'art, le dessin, la peinture. Puis, pendant la COVID, ben, j'ai décidé d'aller me chercher quelques toiles, ben, de m'en commander, en fait, parce que les magasins étaient fermés. Puis un chevalet, puis quelques pots de peinture. Puis bon, j'avais commencé une toile que ma psychologue m'avait demandé de faire par rapport à mon enfance. C'était vraiment pas beau. C'était vraiment pas beau, mais ça crie en dedans de moi, là. Fait que je me suis remis à m'en faire d'autres. Puis à un moment donné, ça a donné quelque chose. Puis, ouais, j'ai découvert que ça me faisait un grand bien de peindre. J'ai tout le temps eu de la difficulté quand même à m'exprimer verbalement en parlant de mes émotions, là. Mais avec la peinture, pour moi, c'est très facile. Puis, ça m'apporte un grand soulagement. Donc, dernièrement, j'ai décidé de suivre une formation en lancement d'entreprise. Et puis, j'aimerais partir mon entreprise en tant qu'artiste peintre. Et je suis aussi dans la décoration intérieure. Donc, je veux. J'ai comme idée aussi de pouvoir permettre aux jeunes qui s'en vont en appartement de décorer ça à leur goût, selon leur personnalité. C'est parce qu'ils ont besoin de se retrouver, de savoir qui ils sont. Puis, je me disais que pourquoi pas aller leur donner un petit coup de main pour mettre ça à leur goût, pour qu'ils se sentent bien chez eux, tu sais. Puis au niveau de la peinture aussi, j'aimerais beaucoup transmettre cette passion-là aux jeunes parce que j'ai découvert que moi, je dessinais quand j'étais plus jeune, puis j'ai arrêté ça quand j'ai vécu des traumas. J'ai complètement arrêté ça, puis je pense que si j'avais continué de peindre ou de dessiner, ça m'aurait beaucoup aidé. Ça m'aurait beaucoup aidé parce que j'aurais pas gardé toute cette souffrance-là à l'intérieur de moi. J'aurais pu l'évacuer d'une certaine façon parce que c'est important que les jeunes puissent s'exprimer dans l'art, que ce soit la musique, la peinture, le dessin. Puis je pense aussi que l'art, ça permet oui, d'extérioriser la souffrance, mais ça vous permet aussi de l'apprivoiser. Exactement. J'ai fait du piano justement tout le long que j'étais dans mes années les plus difficiles. Puis c'est inconscient là, le travail qui se fait dans le cerveau, mais il y a vraiment quelque chose avec aussi apprivoiser ce qu'on vit, apprivoiser nos émotions. Pendant tout le temps que j'ai été placée, puis après, je me suis fait dire que d'être en colère puis d'avoir de la peine, c'était pas correct. Mais là, avec le piano, c'est comme si je m'autorisais un moment pour ça, puis c'était comme la manière de verser mes émotions que les autres étaient capables de tolérer. Mm-hmm. Oui, effectivement, c'est vraiment ça, moi aussi, que je suis en train d'apprendre, là. Tu sais, toute mon enfance, on me dit, pleure pas, parle pas, exprime-toi pas. Donc, c'est comme, c'est toutes ces années qui sont accumulées, toutes ces années-là où mes émotions sont accumulées à l'intérieur de moi, que
Je suis même pas capable de mettre un mot dessus. Puis oui, effectivement, des apprivoiser, de les accepter, de les accueillir pour pouvoir les vivre, ces émotions-là, et de les comprendre, de les accueillir, de les comprendre, de les vivre. Il faut vraiment, ça s'explique pas, là, mais parce que ben oui, ça s'explique, mais j'ai comme pas de mots pour l'exprimer, comme je disais tantôt, hein, j'ai de la misère à parler des émotions. Ça se vit, les émotions, C'est ça ça. se vit, c'est ça. Exactement, exactement. Fait que, tu sais, c'est ça, de pouvoir les réaccueillir, d'ouvrir une plaie, une vieille plaie qui est mal cicatrisée, puis de la réouvrir pour aller voir à l'intérieur qu'est-ce que c'est que ces émotions-là qui sont enfouies profondément en moi pour les extérioriser. Tu sais, c'est de percer l'abcès finalement, puis à travers l'art, ben c'est ça, comme le piano. Je suis certaine que ça a dû beaucoup, beaucoup t'aider, le piano. Mais c'est ça, Ouais. il y a eu comme un double versant, là. Des fois, ça m'amenait à délirer un peu, mais c'était tout le temps un peu rattrapable. Un coup que la pièce était montée, je pouvais passer genre, j'ai déjà passé 3 jours de temps quasiment sans dormir, sans manger, sans rien faire d'autre que écouter la pièce puis essayer de l'améliorer, tu sais. Mais un coup que ton résultat est là puis tu es satisfait, ben, tu es capable de laisser les choses aller puis passer à d'autres choses parce que je pense que c'est ça qui est l'objectif ultime. Accueillir les Oui, émotions, arrêter de lutter contre, les oui, matérialiser puis ensuite laisser aller des choses. oui, oui. Effectivement, moi aussi, là, quand que je peins, c'est fou, là. Je peux peindre pendant une journée au complet sans manger, comme tu dis. Je mangeais pas. Je me couchais à 3-4 heures du matin, puis je me couchais, puis je me disais, il faut que je me couche parce que j'ai une vie, hein, autre que ça. Donc, mais là, ça s'est calmé, là. Tu sais, je suis capable de peindre raisonnablement, d'arrêter pour manger. Mais quand même, je peins encore beaucoup, beaucoup. Puis justement, je suis déménagée dernièrement parce que où j'habitais, c'était vraiment trop petit. Puis là, j'ai un atelier. Donc, je suis vraiment contente. Là. Je vais pouvoir aller plus en profondeur dans cette passion-là. Ça fait 1 an et quelques mois que je peins, puis je me tanne pas. Vraiment pas. C'est vraiment une passion pour moi. Là. Mais quand on fait des choses qu'on aime, qui nous font du bien, c'est sûr que là, on peut perdre la notion du temps, mais c'est parce qu'on est bien, puis Oui, c'est exact. intéressant de t'entendre aussi dire que tu as trouvé un peu la voie, tu sais, dans quoi tu te trouves bien. Oui, puis, tu sais, la plupart des jeunes ou des ex-placés, on a manqué d'amour, on a manqué de sécurité, puis on a essayé de compulser dans quelque chose d'autre, tu sais, en essayant de combler ce manque-là qu'on a à l'intérieur de nous. Des fois, c'était pas toujours dans les bonnes choses, tu sais. Quand tu es jeune, puis t'as pas personne pour te guider, pour te dire, ben là, ça c'est bien, ça c'est mal. Tu sais, quand tu n'as aucune conscience du bien et du mal, ben tu t'en vas vers la facilité. Puis tes émotions, ben sont toujours poignantes dedans. Tu n'es pas capable de les vivre puis de les exprimer. Ben, à un moment donné, tu trouves une façon de les geler, ces émotions-là, parce que c'est trop fort en dedans de toi, tu sais. Puis moi, ben, je suis tombée dans l'alcool. Ça me nuit beaucoup, mais en même temps, ça m'a aidé à avancer parce que je n'étais pas capable de me sentir, tu sais. Fait que c'était comme une automédication, si on veut. Mais jusqu'au moment, moi, je touche du bois, là. Je m'en suis sortie aujourd'hui. Ça fait 2 ans et 2 mois que je consomme plus d'alcool. J'avais déjà fait une thérapie par moi-même. Je me suis dit, là, à un moment donné, là, c'est assez, là. Si tu veux avoir une qualité de vie, si tu veux avoir une famille un jour, ben là, il va falloir que tu te prennes en main, ma grande, parce qu'il n'y a pas personne qui va le faire à ta place, tu sais. Puis la journée où tu décides de te prendre en main, puis tu as la volonté, ben le reste suit, tu sais. Les gens veulent t'aider parce que, tu sais, les gens leur sentent que tu veux t'en sortir, puis ils vont être là pour t'appuyer, les gens qui t'aiment, tu sais. Puis, des fois, ben, je pense avoir fait le ménage complètement,
de ta vie. Puis finalement, non, il y a encore des petites choses, des fois des grandes choses à régler parce que, tu sais, moi, j'ai vécu dans des familles d'accueil dès l'âge de, j'ai habité dans de la famille dès l'âge de 2 ans. Mais après ça, j'avais comme 4 ans. 4 ans, là, j'ai commencé à aider dans des familles d'accueil. Je retournais chez ma mère, on me replaçait. Je retournais chez ma mère, on me replaçait. Fait que de où, là, où j'ai déménagé plusieurs fois, j'ai fait plusieurs villes. J'ai demeuré à Sorel, à Verchères, Varennes, Sainte-Julie, Longueuil, Laval. Puis comment ça a commencé justement ton histoire avec la DPJ? Qu'est-ce qui a fait en sorte que la DPJ est intervenue chez toi? En fait, c'est quand mes parents se sont séparés pour la deuxième fois. La première fois, je pourrais vous dire que je m'en rappelle pas de ce qui s'est passé exactement. Mais la deuxième fois, je commençais à être consciente. Puis, je me rappelle, on s'était commencé au poste de police. À ce moment-là, on demeurait à Saint-Colomban. Puis, ce que je me rappelle, c'est ça. On était au poste de police, puis ma mère est en crise d'hystérie. Puis, ils l'ont embarqué, puis ils l'ont emmené en psychiatrie. Moi, je comprenais pas trop ce qui se passait. Puis, mon père, ben, je l'ai pas revu. Puis, on me plaçait dans une famille d'accueil. Ça, j'avais quoi, peut-être 4-5 ans. Puis, je vais toujours me rappeler, c'était dans le temps de Pâques. Il y avait un policier qui était vraiment gentil. Il m'avait apporté un chocolat de Pâques. Mais si je revis cette émotion-là, c'était un sentiment d'abandon. Je ne pourrais même pas me rappeler de la personne qui m'a accueillie. Je me rappelle juste que j'étais dans l'entrée avec mon sac, puis le policier qui était venu me porter, puis Es-tu ma resté mère. longtemps dans cette famille d'accueil-là? Je dirais peut-être un mois. Un OK. mois, puis après ça, je suis allée chez une tante. J'ai habité là peut-être 2 mois. Par la suite, ma mère est sortie de l'hôpital. Puis mes parents s'étaient réessayés d'habiter ensemble. J'étais en maternelle, puis il y avait beaucoup de violence à la maison, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était tout le temps des cris, par-dessus des cris. Moi, j'étais tout le temps réfugiée dans ma chambre, la porte fermée. Jusqu'à un moment où mes parents se sont séparés. J'étais partie avec ma mère. Puis là, mon père m'avait une fin de semaine sur 2. Ma mère était venue me porter chez mon père pour la fin de semaine. Puis là, elle est revenue me chercher le dimanche. Puis ma mère va m'asseoir dans l'auto. Puis là, elle se met à parler avec mon père. Puis il y avait mon oncle aussi à l'extérieur, juste devant la voiture. Puis j'ai vu ma mère qui a commencé à se faire battre. Je sais pas ce qui s'était passé, ce qui s'était dit, mais dans mon souvenir de petite fille de 5 ans, je me rappelle d'avoir vu ma mère qui conduisait l'auto en pleurant, puis elle avait l'œil au beurre noir. Puis on s'est en allé dans un centre de femmes violentées. Puis après ça, on est déménagé à Sorel. Parce que ma mère, elle était bipolaire et elle avait un trouble de personnalité limite qui avait été diagnostiqué. Puis à ce moment-là, ta relation avec ta mère, ça ressemblait à quoi? C'était très... je pourrais même pas qualifier la relation parce que c'était tellement nébuleux. C'était up and down, ses émotions. Elle faisait des crises. Elle pouvait se mettre à crier et tout. Puis, j'ai oublié une anecdote vraiment importante. Quand j'avais quoi, 6 mois, là, je retourne en arrière. Mes parents ils s'étaient séparés à ce moment-là aussi. Mon père il habitait pas loin. Puis ma mère elle a fait une tentative de suicide. Elle avait avalé tous ses médicaments devant moi. Puis moi, j'étais dans ma bassinette debout. Puis je criais maman, maman, maman. Puis elle était couchée par terre bleu marin. Puis c'est mon père qui est venu. Il a comme senti qu'il y avait de quoi qui ne fonctionnait pas parce qu'il a dû essayer de l'appeler, quoi de genre. Puis
quand il est arrivé, il l'a trouvé comme ça. Puis c'est là qu'elle était diagnostiquée vraiment maniaco-dépressive dans ce temps-là. Là. C'est comme ça qu'il appelait ça. Déjà en partant, j'ai vécu un traumatisme. Là, on a beau pas s'en souvenir, mais le cerveau, le subconscient l'a quand même enregistré. Tu sais. Mais je pense que comment il appelle ça déjà, là? Ben, maniaco-dépressif, bipolaire, là. Je Oui. pense que quand tu accouches, ça peut faire des psychoses. C'est-tu ce diagnostic-là que ça fait ça? Tu es au courant? Non, je suis pas au courant. Dépression postpartum, je Oui, sais c'est pas. ça, mais Ouais. il y a des femmes qui font des dépressions postpartum et des psychoses à cause des OK. changements d'hormones Ah, dus ça se à peut. l'accouchement. Ça se Ouais. peut très bien. Ça se peut. Ça, je suis pas. Je pourrais pas te dire qu'est-ce qui s'est passé, là. Mais ça se peut très bien que ça soit ça. Et puis là pour que je lui demande aujourd'hui, là, mais La ouais. question, moi, que j'étais curieuse de te poser, c'était est-ce que tu sais si ta mère, elle, a vécu des choses dans sa vie aussi difficiles? Oui, effectivement, elle a vécu des viols. Elle aussi, elle a vécu l'abandon de ses parents. Le père de ma mère était un abuseur. Puis ma grand-mère, ben, elle souffrait d'alcoolisme également, mais non traité. Donc, ça faisait un beau petit cocktail. Puis ma mère, ben, elle a été placée, elle aussi, en famille d'accueil, puis elle a subi des abus en famille d'accueil aussi. Fait que, tu sais, quand on vit des psychoses ou on souffre de maladies mentales, c'est souvent déclenché par des traumatismes qu'on a vécus dans le passé, tu sais, puis souvent c'est transgénérationnel, ça. Faut vraiment être en mesure de faire de l'introspection pour être capable de dire, OK, là, ça va faire. Moi, j'arrête ça, là, ce transfert de souffrance de génération en génération, tu sais. Probablement que mon arrière-grand-mère a vécu ça aussi, puis mon arrière, tu sais, ça vient de loin. Donc, moi, aujourd'hui, je suis là à vous en parler, puis c'est ça mon but, tu sais, c'est ça ma mission, de ne pas transmettre ça à ma fille. C'est pas facile parce que des fois, c'est dans l'inconscient, mais je pense qu'aujourd'hui, on est quand même capable d'avoir de l'aide plus qu'avant. C'est moins tabou. Tu sais, avant, justement, on gardait tout en dedans de nous pour bien paraître, puis pour pas faire de problème. Hein, c'est que je te parle pas, puis faut faire semblant que tout va bien, mais c'est pas comme ça que tu sors de la souffrance, là, tu sais. Tu sais, en quelque part, ta mère, quand elle a été hospitalisée, tu sais, je me demande si les intervenants ont été capables de détecter la possibilité d'une dépression postpartum, puis si elle a eu un accompagnement psychosocial pour ça, ou s'ils ont juste traité ces symptômes qui étaient soit de la dépression ou d'autres choses, tu sais. Je doute vraiment qu'elle a eu de l'accompagnement. C'était des médicaments, du lithium qu'elle prenait dans le temps. Puis quand ça n'allait pas bien, ben, c'était la camisole de force. Psychiatrie, camisole de force. Puis ben, quand ça faisait un certain temps, ben, il leur laissait aller. Puis ben, moi, je souffrais de ça, là. C'était, je vous dirais, c'était à tous les 2 ans. C'était tout le temps le même schéma. Donc, j'habitais avec elle. Là, à un moment donné, ça commençait à aller moins bien. Là, ma mère, elle disait que je n'étais pas tenable, que j'avais des problèmes de comportement. Puis là, mais tu sais, tout allait bien entre moi et elle, là. Mais quand on rentrait dans le bureau de la travailleuse sociale, ben là, j'étais un monstre. Elle n'était pas capable de me garder tellement que j'étais turbulente. Puis, T'étais un enfant. oui, exactement. Mm. Oui. J'étais un enfant, mais à ce moment-là, ben, moi, je retourne en famille d'accueil à toutes les fois. Puis à chaque fois, c'était des familles différentes. À chaque fois. Il y en a qui étaient corrects. Puis il y en a d'autres ben, qui avaient un cadenas sur le frigo pour pas qu'on aille manger, se prendre quelque chose à manger. Puis cette famille-là, justement, qui mettait un cadenas sur son frigo, ben l'homme de la maison faisait des abus sexuels
aux jeunes filles. Ils ne gardaient que des jeunes filles. Il y a des petites filles qui ont vécu ça pendant que j'étais là et à un moment donné, mon tour il est venu, mais moi, je me suis pas laissée faire parce que je l'avais déjà vécu dans le passé. Puis j'en ai parlé. Je n'ai parlé à la travailleuse sociale. Puis finalement, j'étais pas effectivement pas la seule qui avait vécu ça. Il y a dû en avoir quelques-unes qui ont été abusées. Puis finalement, ben, ils ont fermé la famille d'accueil. Une chance. Une chance, hein? Mais tu sais, il en a fallu combien pour qu'ils décident de la fermer? C'est ça qui est comme étrange parce que l'impression que ça me donne, c'est que vous étiez plusieurs, puis ça a pris vraiment beaucoup de signalements avant de bouger. T'avais-tu l'impression avant que ça survienne, t'avais-tu l'impression que cette famille d'accueil-là était comme plus ou moins surveillée ou? Ouais, moi, c'était une famille d'accueil normale. Mais tu sais, je veux dire, quand c'est rendu qu'il y a un cadenas sur le frigo, là, il n'y a pas personne qui a vu ça avant. Tu sais, il me semble que ça sonne une cloche, là, je sais pas. Tu sais. C'est pas la première fois que j'entends ça. Il y a plusieurs personnes qui ont passé au podcast qui nous ont parlé de ça, les cadenas sur le frigo. Fait que je sais pas jusqu'à quel point c'était jugé comme anormal. Ah. Je me demande si ça faisait pas partie des mœurs de l'époque un peu. Non, puis je sais pas si c'est encore aujourd'hui, dans certains cas, je pense. Parce que juste de voir ça, juste de le voir, c'est un traumatisme. Tu dis, OK, je peux pas manger à ma faim. Tu sais, la nourriture, là, manger, ça fait partie de la base de la pyramide de Maslow, là. J'étais allée en stage au centre jeunesse, moi, puis au centre jeunesse, t'as pas accès à la bouffe quand tu veux, comme tu veux, là. Si t'es chanceux, il y a le plateau de fruits qui est là, tu peux prendre en tout temps, là. Mais c'est pas mal tout, là. Puis les verres d'eau, ça fait partie de la game aujourd'hui en centre jeunesse de barrer le garde-manger, puis tu ouvres pas le frigo comme tu veux, là. Fait que je pense que c'est vu comme étant normal, mais nous, on le vit comme étant une violence, là, c'est certain. Mais c'est une violence certaine, là. Moi, en tout cas, je suis traumatisée là, de ça, là. J'en parle aujourd'hui. Je me rappelle du cadenas sur le frigo. J'étais vraiment tout petite. Quelque part. On en a même une, elle nous avait raconté qu'elle avait une ligne rouge aussi dans des foyers, je pense, devant son frigo. Puis ça y a pris 6 mois, une fois qu'elle était rendue en appart, avant d'être capable d'ouvrir sa porte de frigo parce qu'elle savait pas qu'elle pouvait l'ouvrir, tu sais, tellement qu'elle avait été conditionnée à pas ouvrir la porte du frigo. C'est tellement une anecdote qu'on est en train de parler, mais c'est la base de la base. Ouais. C'est ça. Ça a l'air de rien, mais c'est traumatisant, honnêtement. C'est vraiment traumatisant. Genre, j'y repense, là. Puis je me dis, il y a sûrement des comportements que j'ai aujourd'hui qui sont reliés à ça. Hein? Jusqu'à ce que je m'en rende compte, puis que ça me fait penser, quand on parle de nourriture, là, j'ai tellement fait de famille d'accueil que, tu sais, la bouteille de ketchup, là, je ne sais pas si je la mets dans le frigo ou dans l'armoire, Christy. Pareil que c'est dans le frigo. Pareil que c'est dans le frigo. C'est écrit sur la bouteille de préférée. OK! Mais chaque famille a ses mœurs. Puis c'est ça, tu sais, c'est un peu ça que tu nous expliques. C'est que, chaque famille a ses mœurs. Fait que t'arrives, toi, après, puis tu sais pas, ben là, je fais ça ou je fais ça. Parce que là, un faisait ça, l'autre faisait ça. Mais, par contre, je peux te dire qu'à travers tout ça, ben, j'ai un éventail de choix en avant de moi. Tu sais, je peux décider ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. J'ai vécu dans plusieurs familles, donc il y en a il y a des valeurs qui ne me convenaient pas, puis il y en a d'autres que oui, je me sentais bien là-dedans. Fait que je me dis, j'ai pu créer à quelque part ma personnalité dans toutes ces familles-là. Fait que toi, dans le fond, tu dois avoir le concept de la normalité bien, bien, bien flexible. Ah, moi, c'est un vrai caméléon.
Mais je pense que c'est une force qu'on a. Ben, en tout cas, moi, que je trouve que j'ai découvert aussi à force de déplacer dans une vingtaine de déplacements, d'être capable de m'adapter puis d'être un caméléon, de m'ajuster en fonction de l'environnement dans lequel je suis. Puis, Oui, exactement. Puis, ouais, la capacité d'adaptation, c'est une grande force ça, qu'on a. Par contre, il faut faire attention parce qu'on a une capacité d'adaptation aussi dans les relations. Puis des fois, on va accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter. C'est là où il faut être en mesure de comprendre cette zone grise entre je m'adapte ou j'accepte l'inacceptable. Parce qu'on a tellement vécu de choses étant jeune. Comme je disais tantôt, on ne reconnaît pas la différence entre le bien et le mal. Fait que à quel moment, où est-ce que c'est rendu mal? Tu sais, quand tu es dans une relation et que tu vis de la violence conjugale, la violence psychologique surtout, qui est insidieuse. Tu sais, au début, c'est wow, tu sais, t'as jamais vécu ça. Tu te dis, oh mon Dieu, c'est un rêve de princesse, tu sais. Wow! Puis à un moment donné, ben, il y a des choses dites normales que tu as vécues étant jeune qui t'arrivent. Fait que tu es dans ta zone de confort. Tu dois, je l'ai déjà vécu, c'est pas grave, là. Mais à un moment donné, ben, ça vient de plus en plus intense. C'est devenu l'inverse du début. C'est pour ça, quand j'entends souvent des gens dire, ben voyons, elle aurait dû s'en rendre compte avant. Elle n'a pas vu des signes. Moi, ça me... Je veux dire, ça me passe 6 pieds par-dessus la tête quand j'entends ça, là. Mais, C'est ouais. comme une métaphore que j'ai déjà utilisée dans un ancien épisode, c'est la grenouille d'eau avec l'eau bouillante. Mm-hmm. Si tu pognes ta grenouille et tu la mets déjà dans un chaudron qui est rempli d'eau bouillante, ben elle va sortir tout de suite, pouf, elle va te jumper, elle ne se laissera pas faire. Tu la mets dans un chaudron froid, puis tu montes tranquillement le Mm. chauffage, ben elle va se laisser brûler dans le chaudron, puis Elle va s'adapter. c'est ça. Tranquillement, elle va s'endormir tranquillement C'est ça. jusqu'à mourir dans le chaudron. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis c'est là où il faut sensibiliser les gens. Quand je suis partie de mon ancienne relation, ma dernière relation qui était de la violence psychologique, beaucoup, beaucoup, c'était rendu physique à la fin, mais ça a été très psychologique. Mais si je n'avais pas vécu tous ces traumatismes-là étant jeune, ou si j'avais eu le soutien nécessaire, ou même si j'avais été adoptée par une famille, on ne sait pas, là, on ne peut pas changer le passé, mais peut-être que, tu sais, peut-être que je n'aurais pas tombé dans les mains d'un homme comme ça, là. Puis, y a-tu eu une famille d'accueil où est-ce que tu t'es senti confortable, en sécurité, puis que tu as développé un lien d'attachement avec eux? Ah oui, il y en a eu une. Il y en a eu une, c'était famille d'accueil à Longueuil, où j'ai demeuré 4 ans. J'ai quand même vécu des traumatismes, pas par rapport à la famille, mais ça me ramène, j'ai une anecdote à te conter aussi, là. Dernièrement, il est arrivé de la violence dans une école secondaire, Gérard Filion à Longueuil, là. La jeune fille qui s'est faite battre, là. Puis ça a été filmé et tout, mais j'ai vécu exactement la même chose à cette école-là. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ben ça n'a pas de bon sens. Voyons donc. Mais moi, j'ai vécu ça. J'étais en famille d'accueil et il n'y a aucune travailleuse sociale qui est venue me rencontrer ou une psychologue, peu importe, j'ai été laissée seule à moi-même dans ma chambre. Je n'ai pas sorti pendant une semaine. Mais malgré tout ça, ça a été la meilleure de toutes les familles. Ils m'ont apporté quand même une certaine sécurité, quand même de l'amour. J'ai connu c'était quoi l'amour, quelqu'un qui tenait à moi. C'était la seule famille parmi toutes les autres qui me laissait mon chèque
de 100 quelques dollars par mois pour m'acheter des vêtements. La seule. Les autres, ils se gardaient tout ça dans leur poche. Et c'est là que j'ai appris que les familles d'accueil recevaient de l'argent pour nous vêtir. Oui, puis pour nos activités, pour nous vêtir, nos activités, notre entretien de base. Exactement, oui. Mais ça fait ressortir des... C'est comme si, dernièrement, je revis toutes ces choses-là pour pouvoir faire un grand nettoyage, puis enfin passer à d'autres choses dans ma vie, puis réaliser mes rêves. Puis je me rends compte que c'est ça change pas. Ça change pas auprès des jeunes. En tout cas, je suis pas consciente que ça allait changer, là. Tantôt, tu parlais de l'intimidation que tu avais vécue à l'école. Est-ce que tu as une idée d'où ça peut venir, cette intimidation-là envers toi? Ben moi, en fait, j'allais à une autre école à Longueuil, puis c'était une école qui était, comment je pourrais dire, en chicane avec cette école-là. Ça a toujours été, ils ont toujours été une contre l'autre là, depuis qu'il existe ces écoles secondaires-là. Je comprends pas pourquoi, mais bon. Moi, j'avais un copain à ce moment-là. Lui, il allait à cette école. J'étais allée à cette école-là voir mon petit ami pour lui faire une surprise, puis il n'était pas là. Fait que, bref, je vais toujours me rappeler d'une fille qui s'appelait Natacha, pour ne pas dire son nom de famille. Elle, c'était comme la chef de la gang. Tu sais, là, elle était rock. Là, tu sais, elle avait l'affaire. C'est elle qui gérait toute l'école quasiment. Là, tu sais, tout le monde voulait être son amie. Fait que, comme moi, la reine du bal. Oui, la reine du bal. Je sais pas, elle est la reine de quoi aujourd'hui, mais bon. Fait que là, puis là, elle arrive avec moi, devant moi, avec sa clique en arrière. Elle dit, elle, là, me regarde des croches. Puis, elle disait à tout le monde que, c'est ça, je venais faire le trouble et tout, mais elle savait pertinemment que je sortais avec la personne en question. Puis, il y avait de la jalousie un peu là-dedans, d'après moi. Parce que tu fais pas du mal à quelqu'un comme ça parce que ça te tente juste de même. Puis, bref, elle a décidé de dire à tout le monde de me battre. Quand j'ai vu ça, il s'approchait de moi, ben là, j'ai essayé de me sauver. Puis là, il me courait après. Là, à un moment donné, il y avait l'école au complet là, qui suivait là en arrière. Moi, j'étais toute seule, là. Fait que là, mais là, il y avait la cousine de mon chum qui était là. Il y en a une, elle m'emmenait, elle me donne une jambette. Je tombe à terre. Puis là, ils se mettent tout en rond autour de moi. Puis ils commencent à me donner des coups de pied. Puis là, il y a la cousine qui se met par-dessus moi pour manger le coup. Mais bref, je me rappelle, je m'ai levé la tête, puis j'ai mangé un coup de botte d'en face. Par la suite, j'ai vu comme du coin de l'œil qu'il y avait un gars grand avec des cheveux frisés noirs qui me filmait avec une caméra, hein, parce que aujourd'hui, c'est un cellulaire, mais dans le temps, c'était une grosse caméra. Puis il me filmait. Je sais pas qu'est-ce qu'il allait faire avec ça, là. Il n'a pas dû avoir un Oscar, hein. Fait que ça a été tout qu'un événement là, assez traumatisant, je vous dirais. J'en reparle, j'ai des frissons. Ça me rappelle un peu dans mon école secondaire, il y avait ça, des gens de. Mais nous autres, dans le temps, ils amenaient des gens de gants de boxe. Il y avait des batailles, il y avait des lieux de bataille de filles, là. Puis c'était souvent des petites qui essayaient de se faire une place ou des petites qui tapaient sur d'autres plus petites. Moi, personnellement, j'étais vraiment poids plume là, quand j'étais au secondaire. Puis on dirait que j'étais ciblée des fois juste parce que j'étais plus facile à abattre, je sais pas. Ah, oui, ben effectivement, j'étais pas grosse. Si je pesais 100 livres mouillés, c'est beau, là. J'étais grande, mais j'étais pas grosse. Fait que, tu sais, une jambette, je tombais à terre. Ouais. Effectivement, je pense que c'est beaucoup des problèmes de confiance en soi. Donc, ils ont besoin d'écraser les plus faibles pour se remonter. Tu sais. Exactement. L'effet de groupe aussi, là, il ne ferait jamais ça tout seul, mais là, l'effet d'avoir une gang en arrière de toi qui te supporte, ben là, tu vas le faire. Ça te donne du power, hein, ouais. C'est wow.
J'ai déjà reparlé à cette Natacha-là? Non, j'ai jamais reparlé, mais ça m'est venu souvent à l'esprit. C'est sûr que je vais y reparler, c'est sûr, sûr, sûr. Mais je sais qu'elle est allée en centre d'accueil. OK. Je sais qu'elle est allée en centre d'accueil. J'avais vécu de l'intimidation, mais non. Mais j'ai connu des Natacha, mais c'était peut-être pas la même. Hein? Mais c'était mon amie. Mais non. Et moi aussi, tu sais, j'en ai vécu de l'intimidation pas mal au secondaire. Puis j'ai reparlé avec une de ceux qui étaient, tu sais, comme la leader du groupe, là, si on peut dire ça comme ça. Puis elle s'est excusée, puis avec du recul, à l'âge adulte, elle avait fait son bout de chemin, puis elle m'avait dit je suis consciente que c'était pas correct ce qu'on t'avait fait, puis tout. Fait que je trouvais ça intéressant comme discussion. Fait que je te le souhaite de reparler positivement ou pas, mais. Oui, bien, à suivre. Tu sais, avec Facebook, je vais peut-être être en mesure de la trouver. Là. Je vais faire une petite recherche. Puis sinon, ta famille d'accueil, comment est-ce qu'ils ont géré ça, cet incident-là? Et en fait, il n'y a rien du tout. Ils n'ont rien fait. OK. Mais je pense que j'avais beaucoup de la difficulté à m'exprimer là-dessus. Je ne suis pas sûre que j'ai raconté ça en détail. Je sais juste que je me suis enfermée dans ma chambre une semaine de temps. OK. J'ai pas été à l'école. Puis ils n'ont pas été vérifiés plus que ça, qu'est-ce qui se passait, ils te laissaient faire. Oui. Fait que ça a été. C'est encore pris en dedans de moi, ça, je dirais, là. Je sais pas, tu sais, c'est comme si ce que j'ai vu à la télévision, puis c'est très rare que je regarde je regarde les nouvelles, soit dit en passant, là. Je sais pas pourquoi que ça a tombé là-dessus, mais c'est comme si ça me fait revivre des événements pour me faire penser de qui regarde, il y a encore des choses à régler, là, parce que ça a été un traumatisme. Puis tu sais, tout le rejet que j'ai pu vivre dans ma vie, dans mon enfance, l'abandon, le rejet, c'était récurrent. Tu sais, c'était d'être par tes parents, les familles d'accueil, ta famille. Tu sais, puis c'est drôle, hein, aujourd'hui, là, t'es revois, puis « Ah, je t'aurais tellement gardé, là, quand t'étais petite. » OK, là. C'est toute la bullshit pour se donner bonne conscience. C'est ça, tu sais. Il est arrivé ce qui est arrivé, puis aujourd'hui, je suis capable d'y faire face et puis de ne plus être une victime. C'est ça, la journée que tu sors de ton rôle de victime, là, ben là, tu as une bien plus grande liberté devant toi, tu sais. Mais tu sais, quelque part, moi aussi, j'ai été intimidée quand j'étais plus jeune. Puis ce que j'ai trouvé le plus difficile, j'ai été intimidée dans ma famille, à l'école, c'était le manque de réponse de l'autre parent, puis de la direction à l'école, où est-ce qu'il y avait un genre de laisser-faire, que on dirait qu'ils ne savaient pas trop comment gérer les situations. Puis moi, personnellement, je l'ai vécu comme une genre de trahison. Parce que, tu sais, tu te tournes vers les adultes parce qu'ils sont censés te protéger puis intervenir. Puis dans le fond, c'est moi qui ai fini par intervenir en appelant la DPJ. Tu sais, je veux dire, ça n'a aucun sens, là. Non, ça n'a aucun sens. Quand tu vis ça comme enfant, après ça, c'est difficile de faire confiance aux autres, là. Exactement, c'est ça qui m'est venu en tête quand tu as dit ça. C'est vraiment de faire confiance aux autres, là, c'est très, très, très difficile. Ça demande beaucoup de courage pour avoir encore de la vulnérabilité, là. Parce que, tu sais, c'est pas long, là, de rentrer dans des scénarios, là. Tu sais, ah, OK, pourquoi qu'il est gentil avec moi, lui? C'est quoi qu'il veut, tu sais? Y a-t-il quoi qu'il veut me faire par en arrière? C'est pas long que ça vient, ça, ce raisonnement-là. Mais je le sais, je le sais pertinemment que c'est probablement mes traumas qui me font réagir et penser comme ça. C'est pour ça que je suis en thérapie aujourd'hui, pour vraiment défaire ce mécanisme-là que j'ai dans ma tête, là, de toujours penser que il me veut du mal, tu sais, il veut profiter de moi,
il veut juste mon corps, tu sais, parce que c'est pas mal juste ça que j'ai vécu dans ma jeunesse, tu sais. Y a-t-il quelqu'un qui va m'aimer pour moi à un moment donné, pour qui je suis? Mais ça, il faut que tu commences par toi t'aimer avant que les gens t'aiment pour toi. Parce que si tu sais pas t'es qui, toi-même, comment tu veux que les gens t'aiment pour qui tu es? Puis, tu sais, en même temps, évoluer dans un environnement qui est aussi chaotique puis aussi changeant, ça doit être difficile de se définir en tant que personne, en tant que Oh my nos God, goûts, oui. nos aspirations, nos valeurs, etc., tu sais. Mais tellement. Parce que tu es en mode survie. Tout ce que tu fais, c'est d'essayer de garder la tête hors de l'eau, tu sais. Tu manges des claques de tout bord, de tout côté. Tu sais même pas pourquoi, tu n'as même pas rien fait. Tu sais, je veux dire, ça au moins, tu avais fait de quoi de mal, tu sais. Mais non, t'es juste venu au monde, tu n'as rien demandé, là, toi, là. Tu sais, t'es un enfant, là. Tu veux juste de l'amour. C'est tout, là. C'est l'amour qu'on a besoin. Oui, la nourriture, être logé, se dire et tout, oui, là, mais tu sais, je veux dire, l'amour, c'est ce qui apporte une paix, c'est ce qui apporte la confiance, c'est ce qui apporte toutes les émotions positives. Comment que, parce que là, tu nous as décrit cet incident-là avec l'intimidation, mais en dehors de ça, pendant ton adolescence, est-ce que tu as été capable de te faire une gang d'amis, tu sais, des relations avec les autres, ou ça a été vraiment quelque chose de difficile, puis ça a pris du temps avant d'être capable de sortir de ça? Ben, je te dirais que ça a été assez difficile parce que j'étais toujours nouvelle dans les écoles. Tu sais, je changeais d'école au maximum 2 ans. Fait que, tu sais, de me créer des relations, de me faire des amis, tu sais, j'en ai eu, là, tu sais, comme à Sorel, j'ai eu une très bonne amie, là. Tu sais, ça me prenait des amis qui avaient une certaine maturité émotionnelle, qui n'étaient pas dans le pareil, tu sais, qui n'étaient pas dans moi, je suis plus fort que toi, que l'autre. Puis, tu sais, c'est vraiment avec ces jeunes-là que je m'entendais. Puis, à Longueuil, ben, j'avais une petite gang d'amis. Mais on était une gang reject, là. Tu sais. On était dans notre coin, puis on mangeait nos sandwichs, pas de croûte sur un banc d'école, là, à part des autres, là. Mais Moi aussi, j'ai c'est ça, pas mal une ça. gang de rejet. Je l'ai traîné longtemps, ma petite gang de rejet. Ben, dans le fond, moi, j'ai été placée juste à l'âge de 16 ans, tu sais. Fait que je te dirais que ma petite gang, là, on s'est côtoyé d'à peu près la troisième année jusqu'à secondaire 2. Secondaire 2, par exemple, il commence à avoir de l'intimidation qui s'est immiscée Mm. là-dedans, là. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais ouais. Je pensais que tu allais dire que c'était les sandwichs pas de croûte que tu avais eu. Mais moi j'en avais des pots de croûte. Moi, c'est moi qui me faisais mes pots de croûte parce que j'aimais pas ça, les croûtes, quand j'étais petite. Moi, on me disait toujours de manger mes croûtes si je voulais grandir. Hey, moi, mes sandwichs, là, c'était 2 tranches avec une tranche de ballonné puis un petit peu de mayonnaise. Le ballonné. Y en a-tu qui ont Ben, été du dorés à ballonné. ça, hein? Ouais, Et ballonné, là, là. du simili-poulet. Moi aussi, j'ai Tu vu sais, ça. j'ai comme réalisé dernièrement que c'était pas du poulet, là. Non, c'est ça, ça C'est s'appelle du simili. simili. Et c'est comme la ballonnée, on peut pas te garantir les ingrédients. Tu vas lire, ça va être et où, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, t'es encore vivante, c'est C'est ça ça. l'important. Mais le pire là-dedans, c'est que ce monde-là pensait que c'était santé dans le temps. Hein? De la bonne belle viande fraîche. Ben oui, oui, oui. Hey, cuit dans la poêle aussi, là, Ah ouais, avec du la ketchup. margarine. Fait qu'au final, est-ce que tu sais à peu près combien d'endroits tu as fait dans ton parcours? Parce que tu as été placé, de ce que je comprends, des in and out, des tentatives de réconciliation, réunification familiale qui ont tout le temps échoué, comme tu disais, des cycles de Oui. 2 ans environ. Ben, je dis des cycles de 2 ans quand ça s'est stabilisé. Pas au Mhm. début. Au début, c'était comme C'est plus vraiment récurrent. plus récurrent encore.
J'ai déjà calculé, là, je dirais une quinzaine de familles d'accueil. As-tu eu besoin de faire un suivi par rapport à ta santé physique ou psychologique pendant toutes ces familles-là? Il y a eu des tentatives de, je pense que j'avais fait 2 rencontres, mais non, j'étais pas mal laissée à moi-même. OK. Ils Ouais. t'ont pas fourni de l'aide psychologique plus que ça pour t'aider à Non. surmonter ce que tu vivais. Puis les moments que tu retournais chez ta mère, est-ce Mhm. que ta mère, puis toi, vous aviez une intervenante qui vous supportait à la maison ou vous étiez laissé à vous-même, puis c'est... J'ai tellement fait de retour de in and out que c'est un peu flou, là. Mais je dirais que j'ai des souvenirs qu'il y avait une travailleuse sociale qui venait dans les débuts. Après ça, on n'avait plus de nouvelles. T'sais. Mais quand on n'avait plus de nouvelles, c'est là que ça recommençait. Là. Ouais, ça recommençait. Ma mère, avec ma psychologue, on fait ce travail-là, là, puis elle m'a fait réaliser quelque chose. Elle dit, je peux pas dire que c'est ça parce que je la connais pas, votre mère, mais elle dit souvent, c'est ce que je vois, c'est que pour elle, je suis une prolongation d'elle-même. Et puis, elle ne s'aimait pas. Donc, elle ne m'aimait pas. Elle m'aimait à sa manière. Elle ne pouvait pas bien m'aimer. Et j'étais comme son souffre-douleur, tu sais. Elle me transmettait à moi sa souffrance, là, carrément. Tu sais, elle m'a battue, elle me traitait de nom. Tu sais, ma petite crise de vache, là, je l'ai entendu souvent, là. Tu sais, mais tu grandis avec ça toute ton enfance. Puis, comment tu peux développer une confiance en toi? Comment tu peux te dire, OK, moi, je vaux la peine de vivre une vie heureuse quand, tu sais, quand par ta propre mère, tu te fais dire ça. Puis mon père me disait, t'es pareil comme ta mère. Mais Que, justement, ton père, c'était quoi votre relation? Et parce que tu disais tantôt que tu l'as pas revu. Est-ce que... ben, il y a eu un long moment où je ne l'ai pas vu parce que ma mère, bref, moi, j'ai pas de souvenir de ça. Je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas. Mais ma mère, elle a accusé mon père de certaines choses. Puis mon père, c'est comme juste complètement tassé. Il donnait des nouvelles, mais vraiment très peu. Je l'attendais souvent sur le bord de la porte avec ma grosse valise rose. Je vais tout le temps m'en rappeler. J'étais dans des familles d'accueil, je l'attendais, puis il venait pas. Puis je pleurais, puis tu sais, je voulais mon père. Puis je l'acceptais comme il était, tu sais, puis il était, je peux pas dire qu'il était alcoolique, mais je le voyais souvent en état d'ébriété aussi, là. Fait que ça me surprendrait pas que c'est parce qu'il avait trop bu ou quelque chose du genre. C'était peut-être trop difficile pour lui de te voir aussi. Peut-être que Ouais. là, c'est des hypothèses que j'emmène, mais qui résonnent en Mhm. moi parce que j'ai vécu aussi un peu ça vers l'âge de 10 à 14 ans. Mon père a complètement disparu de ma vie. Puis c'était au même moment où je rentrais dans le système aussi. Puis j'ai l'impression que le fait que la DPJ soit là, ça fait peur. Puis il s'est comme désengagé par peur de ce système-là aussi. Donc, je peux pas dire que c'est la Exactement. chose pour ton père, mais Tu sais, quand tu parlais que ta mère te voyait comme une prolongation d'elle-même, tu sais, oui, il y a l'aspect tout négatif qu'elle transpose sur toi, qu'elle, elle possède. Mais personnellement, je l'ai vécu un peu, mais moi, c'était avec mon père. Mhm. Puis lui, c'était comme si j'étais son enfant trophée. Que là, il m'orientait vers le piano pour être capable de me montrer à la famille puis aux autres, regarde comment elle est bonne, ma fille, regarde comment elle est belle, regarde comment que. Je sais pas si tu as vécu ça avec ta mère, mais ça, avec qu'est-ce que tu as décrit, ça doit aliéner complètement, là. Ça doit te désorienter total parce que d'un côté, tu reçois de la haine, puis d'un autre côté, elle essaie de peut-être te diriger vers quelque chose pour essayer de former une image, tu sais, je sais pas, mais tu sais, comme un sculpteur là, qui sculpte sa statue, là.
Oui, exactement. Tu me fais réaliser des choses parce que elle disait tout le temps, elle est belle, hein, ma fille? Je l'ai faite presque toute seule. J'étais comme, OK, mais c'est parce qu'il m'abandonnait tout le temps. C'est ça. Dans le public, t'aimes ça me montrer puis dire à quel point que je suis belle, mais dans le privé, par exemple, à ta boy, ça va pas bien. Non, c'est exactement ça. Tu sais, elle ne se gênait pas pour me mettre à genoux avec les bras en croix sur une bande de métal là, qui sépare le plancher d'une pièce. Là. Ah ouais, Ouais, je l'ai ça, c'était passé. bien fréquent à notre époque, hein? Ou dans le coin du Ouais, mur, là, à genoux, dans le coin du mur. ouais, ouais. J'ai connu ça, C'est, moi. c'est quelque chose, hein, pareil, les mentalités dans ce temps-là. Là. Une chance qu'on évolue. Et puis on n'est pas vieille, hein? Tu sais, on parle comme si on était super vieille. On n'est pas vieille pantoute, là. On était à Non, c'est mi-trentaine, là. ça. Exact. On a des jeunes enfants, tu sais. Tantôt, on parlait un peu de ton adolescence. Là, tu as eu des in and out avec ta mère. Comment ça s'est passé quand tu as fini ton école secondaire? Je n'ai jamais terminé mon école. En fait, c'est ça, j'ai demeuré 4 ans là, à cette famille d'accueil-là. Puis, tu sais, jusqu'à mon secondaire 1, ma scolarité, ça avait quand même très bien été. J'ai comme décroché là, en secondaire 2 quand j'étais allée à cette école-là à Longueuil. Je pense à partir de cette intimidation-là, là, j'ai comme mon cerveau là, déconnecté. J'ai triplé mon secondaire 2, juste pour vous dire, là, parce que je me présentais pas à mes cours, je faisais pas mes examens. Puis, bref, c'est pas parce que j'étais pas intelligente, là, c'est vraiment parce que j'étais pas là. Puis, j'ai changé de famille d'accueil au bout de 4 ans. Je ne sais pas, même pas pourquoi qu'on m'a changé de famille d'accueil. J'ai changé de ville, j'étais allée à Sainte-Julie. Après ça, j'ai déménagé chez mon père à Laval. Je suis pas restée là longtemps. Là. Chez mon père à Laval, ben là, je commençais à être une adolescente. Hein. J'avais 16 ans. Fait que là, puis Laval, ça jouera aussi. Là. Pas long que tu fais des amis, mais peut-être pas les meilleurs amis du monde. Puis là, les sites de rencontres, puis toute l'équipe, là, ça commençait. Do you look good? Oh oui, je connais ça, moi aussi, de You Look Good. J'en ai pogné des crapets là-dessus. Hey, on avait-tu de l'attention hein, là-dessus? Hey, on écrivait Hey, moi, ASV, Âge Shakesville. hey, Hey, même là, pas. les jeunes Hey, qui nous salut, écoutent. comment ça va? ASV. Hey. Salut, ASV. Puis il n'y avait même pas notre photo, là. Hein? MIRC. Avez-vous connu ça? Oui, j'ai connu ça aussi. Do You Look Good, par MIRC. exemple, il y avait la photo, ça. Oui, Parce c'est que sinon, on ne ça. pouvait pas looker good, là, tu sais. Non, c'est ça, c'est ça. Oui, exactement. Fait que j'ai rencontré un beau crapet là-dessus. Puis je déménageais avec parce que ça allait pas bien chez mon père et ma belle-mère. Fait que je déménageais avec. Puis justement, il a passé aux nouvelles il n'y a pas longtemps, ce gars-là. C'était un massothérapeute puis il a agressé sexuellement je ne sais pas combien de filles. Et là, il est en prison. Ouais. En fait, j'habitais chez eux, puis là, il y a une de ses amies qui était venue faire du lavage. Tu sais. Puis il m'avait dit, hey, parle-y pas à cette fille-là, c'est une danseuse, je veux pas que tu y parles. Elle va t'influencer dans des mauvaises choses. Tu sais. Moi, je suis là, OK. Mais moi, je travaillais au Carrefour Laval dans ce temps-là. Je gagnais 300 $ aux 2 semaines. Puis là, ben moi, tu sais, je n'avais pas les moyens d'aller en appartement. Là, tu sais. Fait que bref, cette fille-là m'a demandé de sortir avec elle dans un bar. J'avais quoi, 16 ans? Fait qu'on est sortis, on est allé au Rex à Saint-Jérôme, virer une solide brosse. Ouais. Puis quand que je suis revenue, je rentre à la maison, puis lui, il était couché avec une fille dans le lit. Là, je suis comme, OK, qu'est-ce qu'il fait là? Fait que, tu sais, mais moi, je me posais des questions. C'est normal. Fait que là, il dit, hey, j'ai rien fait avec, elle m'a juste fait une fellation. On va dire ça Mais non, dans j'ai des rien mots. fait avec. Elle m'a sucé, mais elle m'a pas touché avec ses dents. Il n'y a eu pas de peau. Aïe, 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 aïe. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, j'étais comme, OK. Mais là, mon amie, elle me dit, ben là, viens-t'en dormir chez nous. OK. Et puis là, j'étais allée dormir chez eux. Puis là, le lendemain, ben là, hey, on va essayer ça, moi, d'aller travailler dans les bars.
Écoute, j'ai fait 600 $ en une soirée. Que, hein, c'est ton petit 300$ aux 2 semaines, là. Hein? C'est, je vais pouvoir avoir mon appartement. J'étais allée faire ça. Puis j'ai ramassé de l'argent un petit peu. Puis finalement, ben là, ma chum, elle restait dans un duplex. Elle a pris l'appartement en bas parce que le locataire déménageait. Puis elle a dit, ben, tu prendras mon appart. Hey, j'étais pas influençable, je pense, dans ce temps-là. Mais j'ai pris son appart. Puis j'ai resté là. Puis je me rappelle, mais j'étais fière, j'avais mon appartement, tu sais. Mais je me rappelle, j'avais pas d'électroménager. Je mettais ma nourriture sur le balcon dehors à -20 l'hiver. Puis j'avais une télé. Puis la télé elle marchait à moitié. Il fallait que je donne des coups dessus pour qu'elle marche. Puis j'avais mon matelas. Je me rappelle, il était orange. J'ai mon matelas avec des grosses fleurs. Il était à terre. Je dormais là-dessus. Mais j'avais mon appart. Tu sais, j'avais la paix. Il n'y avait plus personne pour me faire du mal, je pensais. Tu sais. Là, tu avais 16, 17 ans, tu dis, fait que tu es techniquement chez ton père. La DPJ a fermé le dossier, ils n'ont pas fait aucun suivi, ils t'ont laissé chez ton père qui n'a pas ben été là de toute ta vie, de ce qu'on peut comprendre. Exact. Puis ils font pas de suivi, puis ton père, lui, il fait pas plus de suivi. Non. Ton père, il t'informe pas t'es où, il t'appelle pas pour te demander comment tu vas. Je peux pas dire non, il fait pas ça, mais à mon souvenir, je me rappelle pas qu'il ait pris mes nouvelles ou quoi que ce soit. Là. Je pense que c'est juste comme dissocié de tout ça parce que c'est sûr que j'étais pas une petite fille facile non plus dans ce temps-là. Là. Je suis allée dans les after hours puis tout. Je consommais beaucoup. Puis, tu sais, j'ai tombé un petit peu aussi avec les gangs de rue à un moment donné. Là. C'est en traînant au bar, en travaillant au bar, que ça a fini par se développer Ouais. avec ces gangs-là. Ouais. Puis comment Moi, ils puis t'ont même, approché? comment ils m'ont approché. Yo, t'es belle, papa, tu sais, c'est comme me donner de l'attention. Puis tranquillement, hein, tu sais, ah, t'aimerais-tu avoir ta propre voiture, blablabla. Puis, ben, tu sais, oui. Que j'ai commencé à me tenir avec des gangs de rue. Puis, à un moment donné, ben, j'ai eu des comptes à rendre. Un autre genre de chaudron qui s'est tourné tranquillement, puis que toi, t'es la grenouille de poignée dedans. Ouais. Ça a été quoi ta passoire? Ce qui t'a permis de sortir pour faire ton rebond, de sortir de ce chaudron-là? Ça a été quoi ton déclic? L'alcool. OK, il va falloir que tu m'expliques parce Non, que non. là, l'alcool. Non, je niaise, mais je fuyais avec l'alcool. Je consommais beaucoup, beaucoup à ce moment-là. Mais à un moment donné, tu sais, je me promenais beaucoup dans ce travail-là. Tu sais, il y a des fois aussi, j'étais... Tu sais, c'était comme entremêlé. Là. Il y a des moments où j'étais pas emprisonnée. Tu sais, je sais qu'il y a certaines femmes qui se sont comme peut-être kidnappées, qu'il fallait qu'ils travaillent pour leur PIM puis qu'ils ramènent tout l'argent. Mais moi, ils ont comme tâté le terrain pas mal. Là, tu sais, ils ont rentré dans mon intimité, mais je me suis jamais faite pimper à 100%, tu sais. Et que j'ai tout le temps comme pu me sauver. J'ai été chanceuse. J'ai pas rencontré quelqu'un de trop violent, là, tu sais. Ça a été beaucoup d'agressions sexuelles, là, mais j'ai pas été séquestrée. OK, parce que dans le fond, quand j'étais dans les auberges du cœur, j'ai connu une fille qui s'est sauvée d'un pimp. Puis elle, qu'est-ce qu'elle m'expliquait? On était à Montréal dans ce temps-là. Elle s'était coupé les cheveux court, court, court. Puis je pense qu'elle les avait changés de couleur pour essayer de faire en sorte le plus possible que si elle croisait son pimp, qu'il la reconnaisse pas. Je pense aussi qu'elle mettait des lunettes soleil, là, même quand elle allait dans le métro ou quoi que ce soit, là, pour essayer de l'éviter. Là. Elle avait vraiment peur de lui. Non, moi, je dirais que j'avais pas de compte à rendre à ce point-là. Là. J'ai quand même toujours été dans des bars de danseuses, puis tu sais, il y avait des doormen, puis tu sais, ça, j'ai été bénie.
on va le dire, là. Puis, à un moment donné, j'ai décidé par moi-même d'aller travailler à Québec. Puis, j'ai rencontré quelqu'un là-bas. J'ai emménagé avec lui à Québec. Fait que ça m'a comme éloignée de tout ça. Puis, ce gars-là, je l'aimais quand même. Je pensais que je l'aimais. Là. Tu sais, que tu connais pas c'est quoi vraiment l'amour, là, mais j'ai arrêté de faire ça, puis je me suis mise à travailler dans un magasin de meubles qui était dans ce coin-là. Puis c'est là que j'ai vraiment arrêté de travailler dans les bars. Puis tranquillement, de fil en aiguille, je m'en suis sortie. Je me suis séparée de cet homme-là. Je suis revenue à Laval, mais j'ai quand même resté dans le même métier, si on peut dire. Puis là, ça m'a dirigée dans la décoration d'intérieur qu'aujourd'hui j'adore faire. Mais ouais, j'ai été guidée un peu aussi à travers ça. Tu sais. J'ai été chanceuse, vraiment chanceuse, parce que j'aurais pu y passer là, à plusieurs reprises, là, parce que je me suis réveillée souvent tout seule dans une chambre d'hôtel. Là. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Là, tu sais. Puis c'est qui t'a guidé là-dedans? Il n'y a pas personne. OK. Quelles valeurs qui t'ont guidé d'abord? Quelle valeur? Ben, moi, là, tu sais, je crois en Dieu aujourd'hui, hein. Puis, je pense que c'est l'espoir. L'espoir qu'un jour, j'étais pour me sortir de tout ça. Parce que j'ai déjà eu des petites idées noires, mais je n'ai jamais fait de tentative de suicide. Puis, tu sais, je l'ai dit aujourd'hui, merci mon Dieu, tu sais, Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude, tu sais, parce que avec tout ce que je me suis fait mettre de la drogue dans mes verres. Tu sais, je suis pas grosse, là. Il y a plein de fois que j'aurais pu y passer, là, tu sais. Je me tenais avec du monde pas catholique, là. Tu sais, quand je repense à tout ça, là, je me dis, si je suis encore ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai une mission de vie, puis je veux pas passer à côté. C'est-tu un peu cette mission-là qui a fait en sorte que tu as arrêté de consommer? Oui. Ben, ma mission première, c'est ma fille. Ben, c'est moi, c'est sûr que c'est moi. C'est ma fille. Ma fille a été une surprise dans ma vie. Mais depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu l'espoir, puis je me suis dit, un jour, je vais m'en sortir, puis je vais aider ces jeunes-là à s'en sortir aussi. Parce que moi, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un qui me tient la main, puis qui me donne de l'amour sans avoir quelque chose en retour. Tu sais. Si j'avais juste eu ça, là, il y a bien des choses que j'aurais évitées. Mais je me dis, chaque chose arrive pour une raison. Aujourd'hui, avec du recul. Mais j'aimerais que mon vécu puisse servir à quelqu'un d'autre. Tu sais. Vraiment. Puis dans tout ton parcours, y a-tu une personne qui a eu un impact significatif pour toi, puis qui t'a aidé à traverser tout ça inconsciemment, qui t'a donné un modèle? Je vous dirais, tu sais, j'ai déjà pensé à ça, j'ai pris le temps de penser, là. J'ai rencontré plusieurs personnes sur des courtes périodes. Puis j'ai pris ce qu'il y avait de bon, ce qui me rejoignait dans ces personnes-là. Par exemple, j'ai une tante, la femme de mon oncle, puis qui est une femme merveilleuse. Elle n'a pas été tout près de moi, mais elle était dans mon cœur quand même, tu sais. Puis toutes les fois que je la voyais, c'était comme un rayon de soleil. Puis je me disais, oh, j'aimerais tellement ça, pouvoir être douce comme elle, puis tu sais, comme apporter de la lumière aux autres comme ça. Je me reconnaissais beaucoup là, dans elle. Mais moi, j'étais tellement remplie de souffrance que je pouvais pas laisser
sortir cette lumière-là, mais je pourrais dire que cette femme-là m'a beaucoup aidée sans qu'elle soit près de moi. Puis c'est Nono, là, mais il y a une chanteuse qui m'a accompagnée toute mon enfance puis qui m'accompagne encore aujourd'hui. C'est vraiment cette chanteuse-là qui m'a supportée à travers ses paroles. Tu sais. C'est Céline Dion. Ah ouais! Oui! Oui, ben quand j'étais toute petite, là, il y avait la cassette Céline Dion 2. Tu sais, c'était en français, là. Puis j'avais demandé cette cassette-là à Noël à ma mère, puis elle me l'avait mis dans une... Tu sais, j'ai quand même des beaux moments, là, puis avec maman quand elle était bien, tu sais. Puis elle m'avait mis cette cassette-là dans une petite boîte avec des scènes noires, là. Pas que je sache que c'est ça, mais je voulais tellement l'avoir, cette cassette-là, puis écoute, je connais toutes les tunes par cœur, tu sais. Aïe, 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 ouais, je suis quétaine de même, qu'est-ce que tu veux? Fait que dans le fond, Céline, de par son image puis par ses paroles, elle t'a influencé vers qui tu voulais avoir l'air plus vieille ou Ouais, quelque chose dans ouais. le genre. Ben, comment je pourrais dire ça? Elle transmettait de l'amour. Mhm. Elle est très C'est l'amour. chaleureuse. Oui, tu sais, c'est l'amour que je cherchais. Puis dans ces chansons, j'allais puiser ça, là. À ce moment-là, je croyais pas en Dieu. Je savais même pas c'était quoi, là. C'était qui Dieu, mais tu sais, j'allais chercher cet amour-là au travers d'elle, dans le fond, là. C'est tout simplement ça, tu sais. Tu sais, même tu te dis ça, puis le pire cette semaine, quand elle a annoncé sa maladie, là, j'ai été frappée d'à quel point, même à travers cette vidéo-là, on la sentait, son affection pour son public, puis pour très, très, très chaleureuse. Ça m'a surpris parce que moi aussi, je l'ai écouté pendant un petit peu, quand j'avais peut-être entre 6 et 10 ans. Mais tu sais, à un moment donné, je suis passée à d'autres choses. Je suis plus passée du côté de voir de la force. Moi, c'était Marilyn Manson. Mais c'est ça, j'ai quand même eu une petite Ben, période Céline Dion. j'ai eu cette passe-là aussi, là. Tu Ah sais, ouais, moi, t'as eu ça c'était toi aussi? The Offspring, tu sais, non, là, tu sais, j'étais Moi, skater, là. moi, j'étais plus dans le Slipknot, là, Ouais, c'est ça. la Ben, force moi aussi, noire. Slipknot aussi. Ah ouais? Ouais, ben, à Sorel, c'était pas mal, ouais. C'est encore la mode là-bas, là. Ça n'a pas changé. Je suis retournée, là, puis, tu sais, c'est encore, ils s'habillent encore pareil, là, le monde. Puis, Ah, c'est. un peu pour conclure, si tu avais 3 choses que tu pouvais changer par rapport au système de la DPJ, tu changerais quoi? Quand vous voyez qu'il y a de la violence dans une famille, ne retournez pas l'enfant là, là. À moins que vraiment le parent y ait fait une thérapie, là, puis qu'ils veulent vraiment s'en sortir, puis qu'ils passent le test psychologique, OK, mais ça change pas. C'est de pire en pire quand tu restes dans cette famille-là. Fait que quand il y a de la violence, là, c'est pas fait pour des enfants. Puis, tu sais, même, j'ai entendu des histoires de parents qui faisaient semblant de se réhabiliter. Puis, devant les travailleurs sociaux, là, ils ont l'air, là, spick and span, plus blanc que neige. Puis là, tu retournes l'enfant là, puis ça recommence. Oui, mais quand l'enfant en parle, là, Aussi, quand l'enfant veut pas rester là, là, il y a une raison. c'est ça. Pourquoi pas le prendre en considération? Moi, la violence, je l'ai vécue, puis je l'ai vécue dans ma relation avec mon ex-conjoint. Puis ma fille est pas heureuse là, là. Puis de aucune façon que je peux la sortir de là. La DPJ, là, font rien. Ils disent que c'est un conflit de séparation. Il y a une emprise sur moi, ils me manipulent avec la petite. Tu sais, c'est quoi cette mentalité-là de dire, oui, mais l'enfant a besoin de ses deux parents. C'est bien beau, mais il n'est pas là. Vous en parlez longtemps, là. Mais c'est épouvantable, là. Puis on me fait quasiment passer pour la méchante là-dedans, là. C'est ça le pire.
Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui se font manipuler par ben des pères puis qui s'en rendent pas compte. Peut-être parce que le père est beau. Je dis Je ça comme pense qu'il ça. manque de formation, beaucoup Aussi. aussi. Oui, Il manque beaucoup de formation, énormément. puis il y a beaucoup de... Tu sais, c'est pas clair pour bien des intervenants, les conflits de séparation, l'aliénation parentale, ils mélangent plein d'affaires aussi, puis c'est ça, à un moment donné, il faut qu'ils sachent reconnaître aussi quand il y a une problématique chez un individu, puis que cet individu-là Ouais. a besoin d'aide, puis qu'il n'y a peut-être pas d'introspection chez l'individu qui permet qu'il ait recours à l'aide, parce qu'il y a beaucoup de non-recours à l'aide chez plusieurs hommes, comme chez plusieurs femmes aussi. Là, on veut pas faire la discrimination de genre non plus, Mhm. mais tu sais, je pense qu'il y a un besoin important, puis en Ouais, parce que ma mère, elle était violente là, aussi, là, tu sais. Puis, tu sais, mettons que Mm. tu as un parent qui a un trouble de personnalité narcissique, lui, il va tout faire pour projeter une image forte de sa personne, quand dans le fond, dans le privé, il est super violent, là, psychologiquement, physiquement, etc. Tu sais. Puis c'est souvent ce genre de personnes-là que j'ai l'impression qu'ils seront les meilleurs pour berner les travailleurs sociaux. Mais ce que je comprends pas, c'est comment ça, il y a des intervenantes en violence conjugale qui sont au courant de ça. Tu sais, on commence à tout être au courant, là. On le sait, là, c'est quoi la personnalité narcissique. Les seuls qui font fi de ça, c'est la DPJ. Puis même la secrétaire, l'adjointe administrative de l'école où est-ce que ma fille va, elle a dit le comportement de monsieur, à quel point il était contrôlant, qu'il manquait de respect aux éducatrices. OK? Puis elle me l'a dit. Elle l'a dit à l'intervenant. L'intervenant me dit de ses propres mots que l'adjointe administrative lui avait dit ça concernant le père de ma fille. Puis ça n'a jamais été dit dans le rapport. Ça va mourir dans l'œuf. Hein? Personne qui va aller plus loin. Si je vais voir, moi, par exemple, hein, je risque de me faire taper ses doigts, là, je vais réveiller les squelettes. Là, Mais c'est ça, c'est vraiment le système, à force de travailler en silo, là, le monde devienne mm. habitué de Mm. travailler comme ça. Fait que c'est sûr qu'il faudrait que ça change ça aussi. Ouais. Ça, c'est fâchant, mais comme j'apprends aujourd'hui à gérer mes émotions, tu sais, c'est de transformer cette colère-là en énergie pour avancer là-dedans. Tu sais, parce que si tu perds le contrôle, puis tu t'enrages après tout le monde, puis tu vas nulle part avec ça, là. Puis justement, l'art, la peinture, ça m'apporte énormément, tu sais, ça me calme. Puis c'est ça que je recherche, la sérénité, la paix, me grounder, tu sais. Il faut vraiment que je sois terre à terre, que je prenne le temps de réfléchir avant de parler, avant de faire quelque chose, parce que ça peut se revirer contre moi. Pour pas lui donner raison aussi, hein, c'est vraiment, c'est là que ça devient le plus Exactement. lourd, j'ai l'impression. Exactement. Tu sais, pour dire des choses de mon passé, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, là. Pour se défendre, il a fallu qu'il parle de mon enfance difficile, puis pourquoi? Tu sais, j'en connais des choses qu'il a faites, lui, bien pire que ça, puis j'aurais pu l'utiliser contre lui. Mais ça vient faire quoi avec le bien-être de ma fille, de notre fille? Mais C'est, oui, c'est toute une culture qu'il faut qu'il change. ouais. Mm. Ça prend de l'empathie parce que je n'ai pas senti d'empathie dans les interventions parce que je pense qu'ils vivent tellement ils en voient tellement de cas comme ça que pour lui, c'est rien, là, ce que j'ai vécu, là, ce que ma fille, elle a vécu, c'est rien. Il y en a qui doivent vivre pire que ça. Moi, quand il me dit ça, justement, il me l'a dit. Il me dit, parce que j'ai dit, moi, ma psychologue, elle n'en revient pas là, de ce que je vis avec ma fille. Il dit, une chance qu'elle n'a pas vu ce qui se passait ici. Fait que j'ai dit, moi, j'aime pas ça que vous me disiez ça parce que c'est comme si ce que nous, on a vécu, c'est à ne pas prendre en considération parce qu'il y en a qui vivent pire. Et ça, si on revient avec notre phénomène de la grenouille, là,
Ça peut commencer bien tranquillement, puis dégénérer Exactement. assez solidement 5-10 ans plus tard. Fait que c'est là, en fait, que je trouve que ça fait le plus mal pour bien du monde. Exactement. Puis dans le rapport, ça dit considérant que l'enfant est doué et a changé de groupe, tu sais, parce qu'elle était dans le groupe de 3 ans, puis ils l'ont mis dans le groupe de 4 ans. Mais qu'est-ce que ça vient faire? Ça n'a aucun rapport là, avec ce qu'elle peut vivre à la maison. C'est plus tard que ça va sortir. Tu sais, puis j'en ai déjà parlé de ça. J'ai dit, oui, mais plus tard, ça va faire quoi? On est madame, on peut pas agir par prévention. Je dis, OK, ben ça va prendre quoi? Qu'elle se fasse arracher un bras? Puis ça Parce va que prendre. c'est leur mandat de prévenir les abus, non? Ça fait partie du mandat de la DPJ, quelque part. Quand tu as des motifs de compromission qui sont risque de, j'appelle ça un besoin de prévention. Tu sais, t'as un risque de négligence, t'es même pas dans de la négligence. Tu sais, en tout cas, on pourrait en C'est, parler longtemps, là, mais tu sais, c'est ça. Je c'est, pense qu'il y a des enjeux importants dans les villes, dans les régions. Il y a plein d'études scientifiques qui le montrent qu'il y a des interventions disparates selon les régions, selon les intervenants. Il y a vraiment un système à refaire. Puis, en tout cas, Mais juste, tu sais, moi, j'ai écouté là, des vidéos concernant, parce que moi, je suis vraiment, vraiment, mais vraiment fascinée par ces personnalités-là. Mais ça se peut pas. Voyons donc qu'ils se rendent pas compte de ce j'en reviens pas. J'ai lu 5 livres là-dessus, de psychologie. Puis, tu sais, je veux dire, j'en reviens toujours pas, là, de comment il peut agir comme ça, puis de pas se rendre compte que nous, on s'en rend compte, là. Je veux dire, voyons donc, là. Bref, je pourrais écrire un livre sur tout sur tout ce qui a pu me faire vivre, là. C'est assez incroyable. Ouais. Mais ce qui Mais, tu sais, je veux dire, caractérise ces personnes-là, souvent, c'est le besoin de dominer les autres. oui, ben, tu sais, le papa en question, lui, c'est un président de compagnie. Hein, puis il y a un site web avec son nom, c'est son nom, le site web, puis il peut aider les gens à se partir en affaires. Puis là, quand j'ai commencé à peindre, ben là, il était rendu quelqu'un qui pouvait aider les artistes à se lancer en affaires. Puis, tu sais, c'est comme, puis ça se voit clairement qu'il y a besoin de paraître immense, tu sais. C'est le luxe, hein, l'argent à tout prix. Tu sais, comment tu peux laisser ton enfant jusqu'à 6h20 le soir pour faire de l'argent? En tout Moi, cas, je sais, ils sont faits bizarres dans leur tête. Je sais, j'en ai connu des de même aussi. Puis, aïe, si tu aïe. avais un message à transmettre à quelqu'un d'autre, un autre jeune qui est en train de soit passer au travers de la DPJ ou sortir de la DPJ, tu lui dirais quoi? Garde espoir. Garde espoir, puis crois en quelque chose de plus fort que toi, en l'univers, ou peu importe. Crois en quelque chose qui va t'apporter une force intérieure. C'est sûr qu'un jour, tu vas finir par t'en sortir. Puis un jour, tes rêves, ils vont se réaliser parce que moi, j'y ai cru, puis c'est en train de se réaliser, là. Tu sais. Quand je repense à tout ce que je désirais quand j'étais jeune, j'ai pas cessé d'y croire malgré tout ce qui se passait dans ma vie. On n'est pas la tempête. On est quelqu'un qui passe à travers une tempête. Mais la tempête, à un moment donné, elle va finir par finir. L'ouragan, là, il passe à un moment donné, puis après ça, le ciel, là, il est d'un bleu immaculé, là, tu sais. Puis ça va juste nous rendre plus forts. Tu sais, il y a des choses qui m'arrivent aujourd'hui, tu sais, ça m'affecte presque pas parce que je me suis forgé une force de caractère. Puis ça nous rend aussi
empathique avec les gens. Tu sais, on peut se mettre à leur place, on peut les comprendre. Ça, là, ça s'achète pas nulle part, tu sais. On a une grande sensibilité, puis c'est grâce à des gens comme nous qui avons passé à travers tout ça qu'il y a des jeunes qui vont continuer à s'en sortir, tu sais. Fait que c'est ça, je dirais, de ne pas lâcher, puis de suivre ses rêves, puis de faire ce qu'on aime faire. Pas ce que les autres aiment faire, d'écouter sa voix, tu sais. C'est vraiment ça, là, de sa petite voix ici à l'intérieur, là. Elle, là, elle ment pas. Des fois, ça va prendre du temps, du chemin à faire. On finit toujours par y arriver. Parfois lentement, parfois rapidement. Mais sûrement. Mais sûrement, exactement. Des fois, il vaut mieux y aller tranquillement, puis que ce soit fait sur des bases solides. Tu sais, des fois, qui change rapidement peut rechanger rapidement. Tu sais. Mais ce qui prend du temps à s'installer, ben souvent, c'est là pour rester. Comme l'estime de soi, tu sais, quand on la bâtit, puis qu'on prend du temps à la bâtir, puis à faire des choses pour soi, puis à prendre soin de soi, ben il n'y a pas grand monde qui peut la défaire. C'est un coup qu'elle est construite, tu sais. Ben, ça fait un super de beau mot de la fin. Puis ça a été vraiment un parcours intéressant que tu nous as conté. C'est ça, tu as à peu près notre âge, fait que j'ai reconnu beaucoup de référents dans ce qu'on parlait de notre époque. On est rendu là, on est rendu à parler de notre époque. Ça nous rajeunit pas, mais en même temps, on se dit on n'est pas si vieille que ça, mais bon. On est dans le milieu, là, tu sais. C'est parce qu'on a beaucoup d'expérience. On a beaucoup d'expérience, mais on a le cœur jeune. Oui, parce qu'on a mis notre enfance de côté. Puis aujourd'hui, on se permet d'être dans notre cœur d'enfant. C'est un beau message. Puis c'est important qu'est-ce que tu as dit au début, hein? Renouer avec nos passions quand on était enfant, là. C'est comme ça que notre podcast est né. Ça paraît pas, là, mais moi, c'était ça. Oh, c'est belle fun! Wow! En tout cas, vraiment, j'ai vraiment aimé discuter avec vous. C'est la première fois que je faisais un podcast, puis c'était tout un honneur pour moi de faire mon premier podcast avec vous, là. Oui, vraiment. Continue dans cette voie-là. T'es pas mal bonne. Ben, merci. Super contente que tu aies accepté notre invitation. Merci beaucoup. Puis, je vous souhaite une belle soirée. Au plaisir peut-être d'en faire un autre à un moment donné. C'est good. Attention à toi, là. Vous autres aussi. Bye.